et repartageons notre écran. Parfait. Donc, résumons rapidement. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une table cours. À partir de ma table cours, j'ai créé une classe entité en utilisant le premier des 4 gabarits qui est mis à notre disposition. Donc, le gabarit nous permettant de créer une classe entité basée sur pas sur une seule table, mais sur une base de données. La classe entité générant, le framework générant toutes les classes associées aux tables se trouvant dans la base de données. Donc, si je vais dans mon explorateur de solutions, on voit ici que j'ai plusieurs éléments qui ont été créés. Donc, on a cours, on a école, mais rappelons-nous que lorsque je créais ma base de données, ben, je lui ai donné, lorsque j'ai créé ma classe entité, je lui ai donné le nom, si je me souviens bien, cours entity. Donc, c'est cours entity qui va représenter ma base de données en réalité. Donc, allons-y. Pendant la pause, je me suis rajouté un petit contrôleur ici et je me suis rajouté une petite vue associée à ce contrôleur. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais venir juste ici dans mon contrôleur et je vais me rajouter une variable privée et je vais y aller avec, voyons, cours, voilà. Cours est la classe cours qui a été créée par le Entity Framework et cours Entity ben, est la classe Entity qui représente ma base de données au complet. Donc, cours Entity avec un S contient cours. Mais si j'avais eu dans ma base de données aussi une table étudiant, une table enseignant, etc., ils auraient tous été accessibles ici. Donc, cours Entity, je vais l'appeler, tiens, DB. Parce que c'est cet objet qui me permet d'avoir accès à ma base de données. Donc ici, je vais faire this.db égale new, new pour entity. Donc, on se trouve encore dans la syntaxe très, très similaire au link to SQL. Mais encore là, avec le link to SQL, j'utilisais avec vous pour faire mes opérations CRUD quelque chose que j'aimais bien appeler le reverse SQL. Et je vous avais dit qu'il y avait 2 manières d'utiliser le link to SQL. On pouvait aussi utiliser une notation avec les expressions lambda. Donc, c'est cette notation que je vais prioriser ici quand on va faire du Entity Framework. Pourquoi? Parce que ben, c'est la notation qui est priorisée en entreprise. Donc, ce que je vais vous montrer ici, en termes d'utilisation des expressions lambda, vaut aussi pour le link to SQL. Mais bref, une chose à la fois. Donc, j'ai ma session d'interaction avec la base de données. Et pendant la pause, moi, je me suis amusé ici, disons, à aller déjà mettre de l'information dans la base de données. Donc, si vous remarquez, j'ai déjà un cours ici, là, dans la base de données. Donc, dont le sigle est MVC, le titre est C1, la description et le nombre de crédits, je l'ai mis. Donc, je l'ai rentré manuellement parce qu'on veut faire des sélections tout à l'heure. Donc, allons plutôt insérer un nouveau cours, mais à travers le code. Donc, ce que je vais faire, et voilà pourquoi le Entity Framework est si populaire par rapport au ADO.NET. Par rapport au Link to SQL, quant à moi, c'est globalement la même chose. La seule puissance supplémentaire que ça nous apporte, c'est qu'en Link, je n'avais pas la possibilité de coder mes classes moi-même. Je les obtenais à partir de la base de données. Alors qu'en Entity Framework, je vais avoir la possibilité de coder mes classes moi-même et de générer la base de données à partir de ces classes. Donc, on pourrait retourner, par exemple, sur des projets qu'on a fait en deuxième session dans nos cours de C#, où on n'avait pas de base de données et seulement des classes. Et au lieu d'interagir avec des fichiers texte, par exemple, on pourrait décider de rajouter des annotations à nos différentes classes et boum, en quelques minutes, ça deviendrait une application supportée par la base de données. Mais continuons notre exemple. Donc, je vais faire db.cours avec un S, remarquez bien,
et DB7 ici, ce que ça veut dire, DB7, c'est le même principe qu'une liste ou une array list, mais ça me dit que DB7, donc un, un ensemble d'objets qui proviennent de la base de données, un ensemble d'objets courts qui proviennent de la base de données à laquelle j'ai accès par quoi? Par ma classe entité qui s'appelle cours entité. Et c'est un get et un set, donc je peux récupérer des cours, tout comme je peux insérer des cours. Donc, ici, on veut insérer un cours, donc je vais faire cours point et allons-y avec add. Donc, je peux ajouter des cours. Donc, on va add. On va add quoi? Je veux rajouter un cours. Si je veux rajouter un cours, ça me prend un nouveau cours. Donc, je vais le faire en un trait ici. Je vais créer un nouveau cours avec C majuscule. J'aurais pu créer le cours avant et l'insérer après. On sait tous comment récupérer des informations par get ou par post dans une application ASP.MVC ou même dans une application Webform. Donc, je saute cette partie ici. Donc, l'ID, on ne l'avait pas mis auto-increment, donc je vais venir spécifier un ID, disons 28. Je vais venir spécifier euh, un sigle. Ici, disons MB2, MB2, notre cours de mobile. Je vais venir spécifier une description crédit. C'est une description. Dev Android. Je vais venir spécifier un titre encore, le titre. Mobile 2, par exemple, et je vais venir spécifier un nombre de crédits. Le nombre de crédits que j'avais mis comme étant quel type de données, il me semble que c'était integer. Allons vérifier avant que je ne fasse planter le tout. Donc, int, c'est bien ça. Donc, crédit, allons-y avec 3 crédits. 3 crédits. Donc, voilà. Et une fois que c'est fait, on va avoir des B. Allons-y, save changes. Parfait. Donc, je doute que vous vous rappeliez de votre syntaxe link to SQL par cœur pour faire des opérations de type CRUD, mais si vous comparez ce que je viens de faire ici avec la manière dont on devait le faire en link to SQL, c'est similaire, mais très différent à la fois. En link to SQL, on aurait eu un submit on change, par exemple. Donc, alors qu'ici, on a juste Save Changes. Donc, les deux technologies se ressemblent, mais le Entity Framework est beaucoup plus transparent, beaucoup plus intuitif, notamment. Donc, si je mets un petit point d'arrêt ici et que j'exécute, excusez-moi, verification failed for entity property for more details. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Android Dev. Qu'ai-je fait? Donnez-moi une seconde. Est-ce qu'on avait mis l'ID auto-increment? Voyons. Lequel de mes champs n'est pas correct? Hmm.
le nombre de crédits. OK. Donnez-moi une seconde. Allons-y plutôt à l'envers. Je vais essayer de récupérer ce que j'ai déjà dans la base de données et je vais regarder par la suite. Donc, toujours DB cours 20. Cours point, je veux sélectionner, donc ça va être un where. Et on voit que comme en Link2SQL, ça me retourne un iQueryable. Ici, on me propose un iQueryable de cours, parce que je n'ai rien d'autre dans la base de données. Mais je pourrais récupérer des enseignants ou quoi que ce soit en fonction de ce que j'avais comme objet dans la base de données. Donc, spécifions qu'on veut des cours. Et ici, je vais spécifier une expression. Je vais créer ma requête. On s'est amusé à regarder comment utiliser les expressions lambda la semaine dernière quand on utilisait la classe HTML Helper. On va voir que l'idée est similaire ici. Je vais créer une variable que je vais appeler C et on va créer une expression lambda ici, C point. Et regardez, j'ai accès aux informations de mes cours. Donc, moi, disons que je veux récupérer tous les cours dont, et on n'a qu'un seul cours présentement, donc allons-y, pas en mode design. Excusez-moi, j'ai de la misère aujourd'hui apparemment. Donc, tiens, le cours pour lequel, donc c'est description, etc., pour lequel le sigle est MVC, par exemple. On en a juste un, mais bon, on devrait être capable de récupérer ces informations. Full controller, donc point sigle égale et MVC égale. On est en C#, il ne faut pas oublier. Donc, ce qui me retourne un iQueryable, comme on l'a vu tout à l'heure, iQueryable, un iQueryable de quoi? Un iQueryable de cours, que je vais appeler LC pour une liste de cours. Et cette liste de cours, pour être capable de récupérer ce qui est à l'intérieur, on se rappelle que mon objet LC ici, je pourrais le passer en paramètre à ma vue et déclarer dans ma vue un iQueryable de cours et je serais capable d'afficher directement ces cours avec une expression Razor. Mais ici, je vais juste inspecter le résultat de ma requête. Donc, je vais me déclarer ici une liste de quoi? Une liste de cours que je vais appeler L et je vais faire lc.toList et c'est une liste de quoi? De cours. Donc, voyons si on a plus de succès cette fois-ci. Donc, je vais sauvegarder le tout. Je vais lancer mon application. Déjà pas d'explosion, c'est bon signe. Donc, si je viens chercher, si je vois que j'ai bien récupéré un item et que cet item, c'est bien 23 description MVC, C1. Donc, ce que je vais faire, je vais stopper, je vais retourner dans mes datas, rajoutant un autre cours ici, si vous permettez. Donc, 35, MB2, et on va réessayer notre insertion après. MB2, MB2, titre, description, Android et nombre de crédits 23. Parfait. Donc, ça a été inséré. On refresh. Retournons dans notre application. Relançons notre application et disons que je change ma requête ici.
allons-y tout simplement avec DB cours. Ça va? On veut récupérer tous les cours. Donc, c'est le get ici qui va être lancé. Et bon, allons-y. Voilà. Donc, maintenant, on voit que je récupère deux éléments. Et voici notre premier cours. Voici notre deuxième cours. Donc, vous constatez qu'on peut dire, entre guillemets, adieu au SQL ici, d'autant plus qu'avec le Entity Framework Code First, ben, on n'a même plus besoin d'aller créer la base de données, se préoccuper de relations 1 à 1, plusieurs à plusieurs, de clés primaires étrangères. On crée nos classes. Les classes sont là, la base de données est générée automatiquement et on a une syntaxe très orientée objet pour le manipuler. Essayons de faire une requête un peu plus poussée. Si je vais voir mes données, euh, donc je veux, mettons un troisième cours et on va aller chercher les cours pour lesquels les ID sont entre telle valeur et telle valeur. Donc, on va mettre l'ID 57. On va mettre, disons, ici, donc l'ID 57. On va mettre, tiens, Node. On va mettre une description web et crédit. Ça comme ça. OK. On va régénérer la base de données et venons encore une fois. Donc, je vais faire deux choses ici. Je vais essayer de, donc, récupérer un cours de la base de données. Ouais. Donc, faisons notre requête. Ensuite, on va essayer de récupérer un cours et de le modifier. Donc, ici, cours.where. Encore une fois, ce sont des cours qui m'intéressent. Donc, ce sont des cours qui m'intéressent. Et donc, définissons C ou n'importe quelle valeur. Hein, ça peut être M. Donc, M. Point. Donc, on veut filtrer par rapport à quoi? Par rapport à l'ID. Et je veux un ID qui est plus grand que, euh, plus grand que 30, par exemple. Donc, plus grand que 30, ce qui signifie qu'on irait chercher ce cours-ci et ce cours-ci. Donc, on veut toutes les informations des cours qui sont plus grands que 30, quoique, ben, à partir de là, on pourrait même aller chaîner les requêtes. Donc, les cours qui sont plus grands que 30, je pourrais rajouter un autre where pour aller chercher dans les cours qui sont plus grands qui ont l'ID plus grand que 30, euh, une information en particulier. Donc, le titre qui contient telle valeur, par exemple. Donc, au lieu de faire des selects imbriqués, on peut faire des requêtes Word chaînées les unes à la suite des autres comme ceci. Et ça rend encore une fois la syntaxe et la manipulation des bases de données beaucoup plus user-friendly pour un programmeur en tout cas. Donc, allons-y comme ceci. Sauvegardons, relançons. Ensuite, je crois que je vais réessayer mon insertion de tout à l'heure et ben, je vais faire un survol du document Théo pour vous laisser vous amuser un peu avec, quitte à faire une démonstration plus poussée, là, plus détaillée jeudi, parce que je veux vous laisser vous amuser avec cette technologie. Donc, on voit que j'ai bien deux choses qui m'ont été retournées. Ici, l'ID est égal à 35. Ici, l'ID, elle est bel et bien égale à 54. Réessayons une insertion, parce que je ne vois pas très bien pourquoi mon insertion de tout à l'heure n'a pas fonctionné. Laissez-moi peut-être reculer un peu dans le temps. Pourtant, juste
avant la pause, j'en avais fait une, mais bon, c'est la loi de la programmation. Hein. Quand on veut démontrer quelque chose, c'est toujours là que ça ne marche pas. Donc, une seconde. Ceci. Je vais trouver mon exemple de test. Vraiment, si j'avais fait du Git, ça aurait été plus facile pour moi de vous remontrer mon exemple de test. Donc, on voit ici ce que j'ai utilisé pour insérer. On voit ici ce que j'ai utilisé pour insérer mon premier enregistrement dans la base de données. Donc, on voit 23 C1 MVC description qui était mon 23 MVC C1 description juste ici. Donc, je crée le cours. Moi, j'ajoute le j'ajoute le cours. Ah, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Donc, je crée le cours, j'ajoute le cours à mon objet cours se trouvant dans cours entity. Je sauve les changements et si je faisais la requête pour récupérer le cours qui avait MVC. Donc, vous savez quoi? Rajoutons un autre cours et sinon avec l'ID 29, le titre C2, MVC 2. C'est ça. Ça va? Donc, et je vais encore une fois récupérer tous les cours. Donc, pour prouver que cette insertion fonctionne, ça devrait. Donc, on sélectionne, on sauve, excusez-moi, et relançons tout. Donc, pas d'erreur. On pourra retourner dans la vidéo pour voir quelle était l'erreur de syntaxe que j'ai fait tout à l'heure, mais il me semble que c'est très, très similaire à ce qui buguait tout à l'heure, mais bref. Donc, si je viens sur ma liste de cours, j'ai 4 cours. Et effectivement, dans ma base de données, si je viens et je la refresh, j'ai 4 cours. Et nos fameux cours, si je viens les inspecter, évidemment, le premier, le deuxième et le deuxième, on voit qu'ils ont même été placés en ordre croissant d'ID. Le dernier, et le troisième est le troisième. Si je voulais modifier un cours, ce serait pas très différent du Link2SQL où je devrais d'abord récupérer le cours qui m'intéresse. Une fois qu'il est récupéré avec ses getters, avec ses setters, je modifierai son contenu et je ferai quoi? Une fois que je modifie les attributs d'un objet à travers ses propriétés, automatiquement, ça se répercute sur la base de données. Tout ce que j'ai à faire, c'est save changes. Ça va pour tout le monde?